Bienvenue dans un nouvel épisode de Un matin en Corée. Un matin, un invité, une perspective sur la Corée. Moi, c'est Alexandre et je suis en compagnie d'Antoine. Salut Antoine, comment ça va? Salut Alex, écoute, ça va super. Alors aujourd'hui, on va parler de la ville de Séoul et de son urbanisme. Oui, on a la joie d'accueillir Valérie Jolezo pour parler du livre Séoul, ville géante, cité radieuse, qu'elle a publié en 2003 et qui traite de l'importance des appartements dans le pays. D'ailleurs, quand Valérie a traduit son livre en coréen en 2007, c'est le titre La République des appartements qui a été choisi, une expression qui est aujourd'hui passée dans le langage courant. Oui, l'appartement, ou plutôt l'apate en Corée, c'est une institution. Il y a quelques mois, la chanteuse de K-pop Park Chae-young, plus connue sous le nom de Rosé, a sorti un tube, APT, qui est devenu un hit mondial avec aujourd'hui 1,2 milliard de vues sur YouTube. APT, c'est l'abréviation du mot coréen apate, ces grandes tours emblématiques de Séoul. Emblématique au point d'être devenu un des symboles du mode de vie à la coréenne, on pourrait se demander pourquoi un tel engouement pour ces grandes tours qui, en France, sont vues en général, on peut le dire, de manière plutôt négative. Eh bien écoute, je te propose de lui poser la question directement. Eh ben c'est parti. Bonjour Valérie. Bonjour Alex. Donc permets-moi de te présenter. Tu es géographe spécialiste de la Corée et directrice d'études à l'EHESS. Et depuis l'année dernière, tu es en délégation pour le CNRS entre le Japon et la Corée du Sud. Et en plus du livre que tu as publié en 2003 qui s'appelle Séoul, ville géante, cité radieuse, qui est notamment accessible en open edition et qui fait l'objet de l'épisode d'aujourd'hui, tu as aussi publié à l'atelier des cahiers Urbanité coréenne et Faire du terrain en Corée du Nord, et aussi un autre livre qui s'appelle Sorabol, des capitales de la Corée aux éditions Collège de France. Donc ton ouvrage porte principalement sur les apate, donc les appartements coréens, ces grandes tours qu'on voit dans Séoul. Et à première vue, les auditeurs français seraient tentés de faire des parallèles entre les grands ensembles des appartements coréens et les HLM français. Mais dans ton livre, tu dis bien qu'on ne peut pas comparer les deux, c'est ça? Oui, non seulement on peut pas les comparer, mais je crois que en fait cette différence et ça a été à l'origine d'un étonnement de départ dans mon arrivée sur le terrain, puisque au départ, en fait, j'ai d'abord travaillé au moment de ma maîtrise, au milieu des années 90, sur la rue à Séoul. Donc j'avais travaillé sur le réseau de rues et notamment tous ces petits commerces de rue qu'on pouvait voir à l'époque et qu'on peut voir encore d'ailleurs dans Séoul. Et à ce moment-là, j'avais pas du tout l'idée de travailler sur le logement en thèse. Et puis petit à petit, effectivement, j'avais été frappée par la construction de ces très très grands ensembles et qui sont aussi à l'origine d'une forme de malentendu, en fait, un malentendu dans l'image sociale et aussi scientifique. Puisque aussi bien en Corée, en tout cas à la fin des années 90, au milieu des années 90, les apateux avaient une très très bonne image. En France, on était déjà au désamour des Français pour les grands ensembles d'appartements, qui était l'image de la crise urbaine en fait, pour simplifier un peu. Donc ça, c'est une différence d'image hein, dans le grand public qui est liée aussi à une différence d'analyse sur le plan scientifique. Puisque à l'époque, quand je me suis mise à travailler sur les apateux, cet objet en Corée, donc mes collègues français croyaient que je travaillais sur les banlieues de Séoul, sur des quartiers très défavorisés, alors qu'en fait, je travaillais dans les quartiers de la classe moyenne supérieure, voire de la bourgeoisie séoulienne. Et inversement, en Corée, mon étonnement d'origine sur cette question, mais pourquoi autant d'appartements, en fait, n'était pas une question, hein, puisque à l'époque, voilà, c'était la croissance démographique est telle,
la croissance de Séoul a été telle depuis l'après-guerre que on n'a pas le choix que, en gros, d'empiler les maisons. Donc c'était vraiment une très, enfin il y avait déjà un étonnement et un malentendu sur ce que sont ces grands ensembles. Donc tu parles de ton arrivée dans les années 90, et donc de cette image plutôt positive véhiculée, par les appartements en Corée du Sud. Mais quand on te lit, dans ton livre, en fait, lorsque les premiers appartements en Corée sont bâtis dans les années 60, l'image, de ces fameux 아파트, en fait, était, mitigée, voire négative. Oui, alors c'est très intéressant parce que, en effet, à l'époque, jusqu'à la fin des années 70, d'abord il faut savoir que jusqu'en 1970, je crois que il y avait 5% de logements collectifs et d'apateux à Séoul. Donc on a eu un renversement aujourd'hui, c'est bien plus de 60%. Quand on compte l'ensemble du logement collectif, on est à environ 70%. Donc il y a eu un retournement vraiment dans la forme finalement de la ville. Et dans les années 70, en effet, les Coréens n'aimaient pas tellement ces appartements euh, pour plusieurs raisons. On le sait par des enquêtes, par exemple, de quelqu'un qui s'appelle Lee Hyo-jae, qui était un sociologue, je crois, de l'Université nationale de Séoul, et qui avait fait des enquêtes sur les apateux qui existaient à l'époque. Et voilà, pour les Coréens, les apateux représentaient plutôt d'abord du logement social, qui était lié à la rénovation des bidonvilles du centre-ville pour créer le quartier des affaires. Et ce qui était effectivement juste. Hein, dans les années 60, les premiers appartements avaient été construits notamment autour du centre historique de Séoul, enfin dans le péricentre historique, dans le cadre de la construction du premier quartier des affaires de Séoul, et c'était lié à l'éviction des quartiers de squatteurs urbains dans cette partie de la ville. Et c'était des appartements qui étaient destinés en effet plutôt à des catégories sociales plutôt défavorisées. Donc l'appartement n'avait pas une très bonne image. En plus, selon ces enquêtes toujours de Kyoje, les Coréens n'avaient pas la sensation de posséder du patrimoine en habitant dans ces appartements. Et il y avait par ailleurs dans les habitudes de vie des questions de difficulté à vivre dans les étages. Hein, donc il y avait tout un ensemble de raisons hein, qui expliquaient disons, le fait que les Coréens n'aimaient pas ces types de logements, y compris également des questions liées à la sécurité. Et là, je pense à un des grands accidents urbains de la période 70-90 qui a été l'accident des Waouapateux en avril 1970 et qui était donc ces appartements étaient le fruit d'une rénovation urbaine dans le centre-ville. Et en fait, quelques jours après l'emménagement des premiers habitants, un des immeubles s'est effondré et a causé plusieurs dizaines de morts. Et donc, ça a été quand même un gros choc parmi les Coréens, les Séouliens, et ça a d'ailleurs entraîné la démission du maire de l'époque, qui était Kim Hyun-ok, le fameux bulldozer Kim. Donc, à l'époque, les Coréens n'aimaient pas les appartements et donc pour retourner cette situation, puisqu'on est voilà 50 ans plus tard dans une situation complètement inverse, ou en tout cas on l'était dans les années 90, il a fallu toute une politique hein, qui a à la fois travaillé sur la propagande et l'image de ces appartements, qui a travaillé sur aussi, qui a eu un effet sur le fait que l'appartement est devenu un investissement pour les Coréens. Mmh. Tu nous as parlé de ce personnage, Kim Hyun-ok, qui a un surnom incroyable, le maire bulldozer. Donc c'était un maire donc qui détruisait les bidonvilles et il a eu ce surnom comme ça. Dans la frénésie des quotas de construction du gouvernement Park Chung-hee, est-ce qu'on peut dire que la préservation du patrimoine est un peu passée au second plan? Alors, dans cette époque, oui, bien sûr. Hein. Le fameux, alors effectivement, bulldozer Kim, hein, c'était voilà la rénovation au bulldozer. J'ai retrouvé là, en préparant l'interview, une citation de Kim Hyun-ok que je cite dans un des livres
qui est Séoul Mégapole, qui est aussi en accès libre pour tous ceux pour les étudiants notamment. Euh, il dit, il faut conquérir le fleuve Han au nom de la nation et détruire 60% du tissu urbain. Donc c'était cette époque, hein, milieu des années 60, 70, qui était l'idéologie de la modernisation euh, à tout crin, et qui passait effectivement par à la fois la rénovation et notamment des quartiers qui avaient été reconstruits rapidement après la guerre. Il ne faut pas oublier qu'en 1953, Séoul était détruite à 75% et que voilà, il y avait une période de reconstruction très rapide, mais de mauvaise qualité, des problèmes fonciers importants qui faisaient qu'il y avait beaucoup de quartiers qui étaient dont le statut foncier était complexe. Et la politique de Kim Jong-un, ça a été la modernisation et en faisant, pour ainsi dire, table rase. Il a été aussi à l'origine de très grands projets, hein, comme la construction, enfin, le développement de l'île de Yoi, hein, du quartier des affaires de Yoido, et des développements des grands ensembles d'appartements autour de ce quartier des affaires. Il a été aussi à l'origine, par exemple, de projets comme l'autoroute urbaine, la voie rapide suspendue au-dessus du Cheonggyecheon. Donc c'était des D'accord. projets, des grands projets de Kim Hyun-ok. Et effectivement, à cette époque-là, le patrimoine est, est passé un petit peu à la trappe, mais il faut se poser, je pense, la question de ce qu'on entend par patrimoine, hein, puisque en fait, il faut distinguer, voilà, les quartiers d'habitat dégradé, d'ensembles architecturaux et patrimoniaux dont certains ont été préservés. Il n'empêche qu'il faut savoir quand même que je crois que dans le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Séoul, en fait, il n'y a que deux zones principales euh, qui sont des secteurs paysagers pour historiques et culturels. Hein, donc, qui sont des secteurs protégés. C'est la zone de Pukchon et la zone du nord de Namsan. Hein. Sinon, en fait, la protection du patrimoine en Corée se fait à l'échelle plutôt des bâtiments ou des ensembles architecturaux, par exemple des remparts. Hein, donc c'est ce qui explique pourquoi, en fait, l'habitat a été vraiment sacrifié finalement et a été à ce point transformé. Hein, puisque aujourd'hui, euh, il y a moins de 5% des logements de Séoul qui datent d'avant 1953. Donc ça veut dire et même je dirais qu'en fait tous ont été tellement reconstruits, même ceux qui ont gardé leur forme, une forme traditionnelle entre guillemets, voilà, ont été reconstruits, refaits. En tout cas, voilà, c'est ce chiffre qui est quand même assez frappant, je trouve, qui donne une idée de la transformation matérielle de la ville sur cette période. Tu as parlé précédemment de l'appartement comme un investissement immobilier. Comme tu le dis dans ton livre à chaque fois, les personnes que tu as interviewées ont fait une plus-value au bout de quelques décennies. Or, on apprend dans ton livre que tu parles également de l'appartement comme un signe de modernité. Est-ce que tu peux un peu plus nous expliquer cela? Alors, si tu veux bien, je vais commencer par l'appartement signe de modernité parce que c'est comment dirais-je, dans la temporalité de l'histoire du développement des appartements, c'est arrivé avant. Le modèle hein, de l'appartement est un modèle qui est un modèle hybride qui s'appuie sur la circulation de modèles qui viennent des réflexions sur l'habitat qu'il y avait en Europe à la fin, enfin au tournant du 19e, 20e siècle, hein, des questionnements sur comment est-ce qu'on va construire l'habitat de l'homme nouveau, de l'homme de demain, de l'homme moderne. Hein. Donc il y avait plusieurs modèles qui d'ailleurs n'étaient pas forcément compatibles, celui de la cité-jardin, puis dans les années 30, la charte d'Athènes avec Le Corbusier, la cité radieuse. Et ce sont tous ces modèles qui ont circulé alors par des trajectoires complexes hein, qui sont souvent passées par, notamment par le Japon au moment de la colonisation, sont arrivés en Corée et ont déjà apporté avec eux le développement, l'idée que l'appartement faisait partie de la ville moderne. Ensuite, après la guerre,
dès 1960. Et ça, c'était un discours de Park Chung-hee au moment de l'inauguration des immeubles des Mapo Apateux, qui ont été le premier projet vraiment emblématique, hein, de l'appartement moderne et du complexe d'appartements Apat Danji tel qu'on l'a connu ensuite, qui a, au moment de l'inauguration, vraiment cité l'appartement comme un outil pour la modernisation de la civilisation coréenne. Et que c'est grâce à l'appartement, les Coréens allaient pouvoir gagner du temps, de l'argent et devenir une société moderne. Il le dit explicitement dans son discours d'inauguration des appartements Mapo. Donc il y a eu toute si vous voulez, une action de propagande, hein, de l'État qui a poussé, hein, disons, cette image de modernité, hein, auprès des Coréens. On entend souvent que les Sud-Coréens ont construit beaucoup d'appartements parce qu'ils ont un petit territoire, et c'est aussi quelque chose qu'on entend souvent dans le milieu universitaire. Or, dans ton livre, tu dis que ce n'est pas forcément vrai. Donc, selon toi, pourquoi ce cliché persiste en Corée? Alors, je suis pas sûre que ce soit uniquement les Sud-Coréens qui aient ce cliché en tête, hein. Je pense que c'est juste peut-être une conclusion apparente qu'on peut se faire en se disant que voilà, l'élévation du profil urbain permet de densifier, ce qui est partiellement vrai, hein, en effet. Mais ce que je dis, par exemple, c'est que la forme d'un grand ensemble d'appartements par rapport à, par exemple, du petit collectif, beaucoup de 5 niveaux, et pas forcément plus dense, hein. On peut faire, et ça tous les urbanistes, tous les architectes le savent, hein, selon la manière dont on organise sa parcelle, on peut tout à fait construire très dense avec une élévation moindre, hein. Et que par exemple, donc Paris avec ses immeubles, enfin ses quartiers du type les îlots haussmanniens, c'est une forme d'habitat beaucoup plus dense, enfin plus dense que des grands ensembles de type coréen avec des immeubles plus éloignés, plus élevés mais plus éloignés, ou en tout cas aussi denses. L'idée comme quoi ces grands ensembles sont plus denses est pas juste. Et pour revenir aux facteurs, hein, je pense qu'il est quand même important de rappeler plusieurs choses. Il y a eu plusieurs choses concurrentes. La première, il ne faut pas non plus oublier que le mouvement des grands ensembles en Corée, comme en France, est lié à une politique de logement de masse qui a été lancée par l'État coréen après 1970, hein, en 1972 exactement, avec une loi très importante qui est, malgré des amendements toujours en application aujourd'hui, qui est la loi d'encouragement à la production du logement, hein, qui facilite justement la construction des apat-jigu, des districts d'appartements, des secteurs spéciaux, et qui a été lancé. Pourquoi? Il y a bien une raison, pour répondre à l'état du logement dans les années 70. Même à Séoul, les catégories aisées vivaient à l'étroit, dans des logements qui n'étaient pas toujours bien équipés. Jusqu'au début des années 80, l'état des équipements sur le plan à la fois quantitatif et qualitatif était mauvais à Séoul. Donc, le mouvement des grands ensembles a été une réponse à ça. Et je crois que ce qu'il faut aussi préciser, c'est que voilà, cette politique du logement de masse et tout ce système de production du logement des années, on va dire 70, j'ai cité tout à l'heure la loi d'encouragement à la production du logement de 72 jusqu'au milieu des années 90, a été mise en œuvre par ce qu'on a appelé l'État développeur, hein, en anglais developmental state, qui en fait associe un État fort, dictatorial dans le cas de la Corée du Sud, et un ensemble, enfin des conglomérats, un système de production industrielle fondé justement sur ces grandes entreprises, ces conglomérats, Hyundai, Samsung, qui tous en fait avaient des filiales de construction et qui ont aussi été des facteurs d'enrichissement, hein, et qui ont enfin été aussi à la fois des employeurs et aussi des pourvoyeurs de tout un tas non seulement de logements, mais de tous les équipements qui étaient dans le logement, hein, donc un système quand même particulièrement puissant. Voilà, je crois que c'est important de préciser ça.
Mmh. Une des marques, très impressionnantes de cette, collaboration entre l'État et les conglomérats, c'est par exemple ces apâteux où on voit le logo Samsung, en plein milieu de la tour, par exemple. Ah ben, complètement, enfin, il y a quelque chose quand même, la marque de fabrique, elle est frappante. Et d'ailleurs, pour cette question-là, donc, d'une part, il y a les marques de fabrique, et on le sait très bien, il y a des types. Il y a des marques qui sont plus ou moins chics que d'autres, hein. Et depuis les années 70, ces filiales du logement n'ont cessé de proposer de nouvelles marques de fabrique, hein. Songmi, Ipyonan, c'est ça. Enfin, Lotte Castle aujourd'hui. Enfin, il y a eu tout un tas de marques au fur et à mesure qui ont été produites par ces conglomérats. Et effectivement, qui donnent leur nom à beaucoup de ces résidences. Et pour répondre aussi à ta question sur la question de l'enrichissement, hein, parce que c'est connecté à cette politique à la fois à la politique des grands ensembles d'appartements et aussi à la nécessité de faire aimer l'appartement aux Coréens. Puisqu'on se rappelle, hein, tout à l'heure, on disait, ben, au début des 70, le logement en appartement n'était pas quelque chose de familier. Les Coréens n'aimaient pas forcément vivre en appartement. Il y a eu quelque chose qui a été aussi très important, c'est que pour permettre la construction de ces logements, l'État a mis en place un système de contrôle des prix et de plafonnage des prix du logement, hein. Et pendant toute une période, c'est plus le cas aujourd'hui, hein, mais pendant toute une période jusqu'au milieu des années 90, en fait, les logements neufs étaient vendus à un prix inférieur à ceux du marché. Donc c'est pour ça que la plus-value était importante. Oui, et peut-être pour terminer sur ce sujet, donc des raisons de l'amour des Coréens pour l'appartement, je pense aussi quand on vit à Séoul, en fait, on se rend compte assez rapidement que les petites maisons individuelles ou les maisons à moins de 5 niveaux, en fait, elles sont très rapprochées. En général, il y a très peu de verdure, beaucoup de béton, alors que quand on va dans ces fameux apatodanji, donc ces complexes d'appartements, ces ensembles d'appartements, en fait, il y a beaucoup plus d'espaces verts, des arbres, il y a même des jeux pour les enfants, il y a aussi des petits magasins. Bref, on, on, on voit et on peut faire l'expérience de beaucoup de choses que ne nous offrent pas des plus petites maisons. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis là, parce que on touche aussi là à la divergence entre la France et plus généralement les pays européens et la Corée, et à cet étonnement d'origine que j'évoquais au début, c'est-à-dire que les grands ensembles quand même coréens ont sont quand même d'une manière générale mieux équipés que les grands ensembles français. Ça a été un des grands problèmes de la politique des grands ensembles en France, c'est-à-dire que dans toutes ces zones à urbaniser en priorité qui ont été construites en banlieue, en fait, souvent, ce qui était prévu, c'est-à-dire l'aménagement des parcs, des espaces publics, les équipements collectifs, n'ont pas suivi. Il y a eu deux choses qui ont été très problématiques, ça a été ça, et puis ça a été aussi la localisation de ces grands ensembles en périphérie et le fait que les transports publics n'ont pas suivi. À l'inverse, les grands ensembles en Corée et à Séoul d'une manière générale, d'une part, ont été construits, en fait, ont fait partie de la période de grande croissance de la ville. Donc en fait, ils ne se trouvent pas en périphérie de la ville, mais beaucoup se trouvent au cœur de la ville. Ou en tout cas, ils ne se trouvent pas que en périphérie. C'est-à-dire, il y a une localisation qui est beaucoup plus variée dans le cas de la Corée. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, effectivement, pour beaucoup de grands ensembles, alors après, on pourra peut-être faire des différences entre Séoul, les autres villes, le cœur de Séoul, les périphéries, mais en tout cas, il est vrai que d'une manière générale, les ensembles en tout cas de la classe moyenne et tous ceux qui ont été construits à Séoul dans les années 70, 80, 90 étaient bien équipés, c'est-à-dire en effet avaient des équipements collectifs. Certains d'entre eux d'ailleurs attirent des personnes de l'extérieur, hein. Je pense notamment à, je faisais des enquêtes dans les grands ensembles d'Apgujeong, les commerçants râlaient parce que donc leur centre commercial drainait une population extérieure et donc ça posait des problèmes de parking. Enfin bon, voilà. Donc c'est pas du tout
la même situation. En conclusion de ton livre, tu parles des défis de la Corée. Tu cites par exemple la question de l'entretien de ces ensembles dans le futur, ainsi que le désintérêt croissant des élites pour les appartements au profit des maisons individuelles. On pourrait aussi citer par exemple le faible taux de natalité. Aujourd'hui, quelles sont les évolutions que tu as remarquées? Comment est-ce que la Corée du Sud fait face à ces défis? Alors, l'image de l'appartement reste quand même dans la population très positive, même si bien évidemment un certain nombre de critiques, et notamment dans les professions spécialisées, les urbanistes, les architectes, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont critiques hein, sur cette folie des appartements. Je suis quand même frappée, par exemple, je suis allée au Kyobo il y a 15 jours. Bon, bah, la section appartement, alors qui est liée à la section Pudongsan, donc investissement immobilier, est considérable. Hein. Et donc, il y a vraiment, on a vu donc en fait, la trajectoire, c'est très intéressant. Ces grands ensembles, c'est de quelque sorte est devenu donc ce qui était une dynamique en fait de construction de la ville, de réponse à un problème qui est un problème du logement, pour loger le peuple en quelque sorte, a créé une dynamique autonome qui est devenue de l'investissement, voire de la spéculation immobilière et qui se poursuit aujourd'hui avec euh, la reconstruction des ensembles vétustes. Mais il est évident aujourd'hui qu'avec le taux de natalité qui est celui de la Corée aujourd'hui, et les goûts qui vont sans doute évoluer, c'est pas quelque chose qui est tenable en fait. Cette reconstruction permanente en élevant le profil urbain ne peut pas se poursuivre. Et on le voit dès aujourd'hui déjà que quand même il y a une grande différence déjà entre Séoul. Effectivement, les grands ensembles qui sont au centre de Séoul, je suis pas inquiète. Enfin, disons, probablement se rénover, se reconstruire. Mais on voit une grande différence entre ces grands ensembles et puis d'autres dans des villes de province, voire des petites villes, où il y a beaucoup ce qu'on appelle des mi-bouillants, c'est-à-dire des lots invendus et qui posent quand même de gros problèmes aux collectivités locales, je pense. Hein. Il y a vraiment une réflexion à mener hein, sur le suivi et disons ce que ces grands ensembles sont en tant que finalement eux-mêmes un patrimoine urbain parce qu'ils ont tellement marqué les villes coréennes aujourd'hui que c'est pas quelque chose qu'on peut laisser voilà il va falloir un accompagnement et c'est tout à fait possible hein, par exemple dans des villes comme Singapour, Hong Kong, voilà il y a un vrai suivi des grands ensembles de ces immeubles donc pourquoi pas c'est ce qui se produira j'espère en Corée. Tu as parlé de ces logements qui sont comme des formes d'investissement. Aujourd'hui, on le voit, c'est un des principaux problèmes dans la politique coréenne contemporaine, cette question de la spéculation immobilière. Et on l'a vu, ça a été particulièrement marqué avec le mandat de Moon Jae-in. Il y a un mécontentement très fort des Coréens qui n'arrivent plus à se loger à un prix convenable finalement. Ouais, ouais, tout à fait. Mais le logement est une question numéro un de, de la Corée. Et donc, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on est passé d'un développement qui était lié au départ à une réponse à un problème de logement en termes de qualité et de quantité, qui était un vrai problème. Et dans un sens, la politique de logement de masse a répondu à cette question-là, à l'emballement et à une question de spéculation immobilière qui, aujourd'hui, fait que loger le peuple est devenu de plus en plus difficile. Et que la spéculation fait qu'une grande partie des classes, enfin des catégories, des jeunes également, ont du mal ne peuvent pas acheter d'appartement. Alors que, paradoxalement, cette politique a été une politique de l'accession à la propriété, avec ces prix du logement qui étaient plafonnés. Alors, avant de passer à notre deuxième partie, je pense que c'est aussi important de donner un peu de contexte à nos auditeurs et à nos auditrices. Donc, ton livre Séoul, ville géante, cité radieuse a été publié en 2003 et ensuite, en 2007, a été publié en langue coréenne Apat Gongwagu, qui peut se traduire comme la République des appartements. Et donc, ce livre a eu un grand succès
Et en fait, j'aimerais bien que dans cet entretien, on aborde déjà qu'est-ce qui t'a poussé à publier ce livre en coréen, puisqu'en fait, on peut se dire que les Coréens connaissent déjà ce sujet parce qu'ils le vivent eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qui m'a poussée? C'est la chance des rencontres, en fait, et des partages, des synergies scientifiques, je dirais. C'était vraiment, moi, je pensais pas du tout à le faire, en fait. Et je dois rendre hommage à certaines personnes, en fait. Je me suis rendu compte que il y a beaucoup de choses, et c'est ça qui est très intéressant parce que ça montre aussi à quel point des petites actions de personnes scientifiquement peuvent ensuite donner des résultats très importants. Il y a plusieurs choses et c'est vraiment un cas d'école, je pense. Il y a d'abord que avant même qu'il soit publié en France, en fait, hein, j'étais en lien avec l'université de Corée et le département, enfin l'Asiatic Research Institute, où est actuellement logée l'école française d'Extrême-Orient et où en fait Daniel Boucher et Alexandre Guimauze avaient créé une petite antenne, un petit centre, antenne du CNRS qui était là. Et j'avais fait mon postdoc à cet endroit, donc rencontré toute une équipe et qui m'avait intégré les recherches qu'ils faisaient sur les conséquences, ils appelaient ça les conséquences, la dissatisfaction de la démocratisation, et notamment moi je travaillais sur le logement. Et puis de fil en aiguille, quand ils m'ont entendu parler, et puis ils ont vu le livre en français, et ils m'ont dit ah mais quand même c'est vraiment intéressant, etc. Et ils m'ont proposé de faire une première traduction, qui a été faite d'ailleurs, et c'est aussi très intéressant, par Kim Hae-yeon, qui était l'épouse de Frédéric Boulestex, qui est à l'origine de l'atelier des cahiers, enfin qui a eu vraiment, je rends hommage aussi avec beaucoup d'émotion parce qu'il a une importance tellement, tellement grande dans la communauté des études coréennes à Séoul. Donc première traduction, sous le titre, un titre très très ennuyeux, qui était Apate Yongu. Apatoyongu qui signifie recherche sur les appartements, hein, on le précise. Voilà, donc avec une couverture pas du tout sexy, un truc vraiment scientifique, etc. Donc bon, on oublie tous cette production. Et puis quelques mois se passent, et là mon collègue qui était Park Sang-hoon, qui a été éditeur chez Humanitas, et Choi Jang-dip, le professeur, reviennent vers moi, me disent, mais en fait, Apate Yongu, malgré son titre très ennuyeux, suscite beaucoup d'intérêt. Donc on a envie de faire une nouvelle édition. Et donc on a retravaillé le manuscrit, et ce qui a donné Apate Gongwaguk, et je dois dire que ce titre-là, on l'a travaillé, c'était une idée de Park Sang-hoon en fait, hein. On avait fait un brainstorming sur les idées, et puis on l'a trouvé comme ça. Voilà, donc je suis contente, merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de citer toutes ces personnes. Je suis sûre que j'en oublie, hein, mais vraiment, c'est aussi pour montrer à quel point, en fait, une recherche n'est jamais seule, et je ne cesse de travailler avec des collègues, et notamment ce projet-là en est un exemple. Hmm. Tu dis que vous avez retravaillé le manuscrit, et d'ailleurs on peut voir que les deux livres sont structurés de manière différente. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment tu as localisé ton livre en Corée? Oui, alors il a fallu changer complètement enfin, il a fallu réécrire en fait le bouquin. Pourquoi? Parce que justement, c'est ce que j'expliquais au début, c'est que la distance en fait entre la conception de ce que c'était les apateux en France et en Corée était telle, et est telle finalement, qu'en fait il fallait faire à chaque. C'est-à-dire que moi j'avais commencé à traduire, et en fait la traductrice faisait pratiquement à chaque phrase une note de bas de page on faisait une note d'explication qui faisait la moitié de la page. Du coup, on s'est dit, bah, en fait, nous, on va l'expliquer différemment, puisque quand on parle, par exemple, de logement, tout simplement, de logement social. Comment traduire logement social en coréen? C'est pas évident, en fait. Au départ, elle traduisait, par exemple, le logement public, et c'est vrai que, en fait, le logement social tel qu'il est conçu en France part du logement pris en charge par l'État,
qui est souvent du logement locatif, en fait, notamment au milieu des années 90, n'existait pas en Corée. Mais en revanche, le logement public, c'est-à-dire qui était facilité par l'action de l'État, qui a, comme je l'ai dit tout à l'heure, eu un rôle très important dans la mise en place de la politique du logement et qui a guidé tous les développements des grands ensembles d'appartements par les agences publiques comme l'Office national de coréen du logement, mais qui en fait finançait en partie du logement qui était en accession à la propriété, donc pas du tout destiné aux catégories sociales défavorisées. Donc la distance entre les deux univers a conduit à l'impératif de changer, c'est-à-dire que pour vous donner aussi un autre exemple, pour un lecteur français, par exemple, on ne pouvait pas démarrer, boum, euh, sur les apateux sans, en Corée et à Séoul, sans donner du contexte concernant tout simplement Séoul, voyez. Alors que inversement, pour les lecteurs coréens, avaient besoin qu'on leur explique pourquoi l'étonnement d'origine d'une française face aux apateux, en fait. D'ailleurs, j'encourage nos auditeurs et nos auditrices, s'ils savent lire le coréen, de lire ton livre en coréen parce que c'est vrai que ça montre en fait toute la difficulté à traduire une œuvre et aussi voilà à faire en sorte que le public, n'importe quel public, puisse comprendre de quoi on parle. Donc ça, c'était au début de la sortie de ton livre, qui était donc en 2007. Là, nous sommes en 2025, presque 20 ans après. Et on peut dire, en tout cas moi je peux dire avec certitude que l'expression apatogonwagu, elle est entrée dans le langage commun. C'est-à-dire que voilà, pour la petite anecdote, j'avais connaissance de cette expression avant même de savoir que c'était toi qui étais à l'origine de ce livre. Et donc je vois régulièrement des articles de journaux. Bon, certes, ils sont orientés dans l'immobilier, dans l'investissement, etc. Mais je vois régulièrement des articles de journaux qui parlent de ton concept et au point que c'est devenu un peu comme notre périphrase pour désigner la Corée, le pays du matin calme. Voilà, eux, ils l'utilisent pour désigner leur propre pays. Donc, quel est ton recul par rapport à tout cela? Et aussi, en tant que chercheuse, savoir que ton concept a laissé une forte marque qui transcende le milieu universitaire, est-ce que ça te pousse pas à continuer toujours dans cette direction? Ou alors, au contraire, est-ce que cette démocratisation du terme t'a permis de te dire que tu avais accompli quelque chose et que tu pouvais tourner la page? Merci. Il y a beaucoup, beaucoup de questions dans ta relance. Et d'abord, chose qui me touche, effectivement, en t'écoutant, je me dis, ben, oui, ça me donne beaucoup de joie, en fait, de savoir qu'effectivement, ben, ce livre a été lu, en fait. C'est merveilleux pour une chercheuse de savoir qu'on est lu. Donc, il y a une sorte d'émerveillement. Et donc, merci beaucoup de me lancer là-dessus. Euh, et c'est vrai que, en tout cas, parmi les étudiants notamment que je croise ou les collègues qui sont dans des disciplines hein, qui sont proches de la mienne, soit de la géographie, soit des études urbaines, l'aménagement, etc. Euh, beaucoup, beaucoup de personnes viennent me voir et me connaissent par ce livre. Donc ça, c'est chouette parce que bah, tout de suite, on peut nouer une conversation. Enfin, c'est vraiment très touchant. Donc c'est formidable. Euh, je suis aussi contente de savoir que, en fait, c'est vrai que quand ce livre est sorti, en tout cas, l'approche que j'avais, et c'est normal parce que je venais d'un autre, encore une fois, d'un autre univers, et du coup, je crois que c'était peut-être une des premières perspectives critiques, alors pas au sens de jugement de valeur, hein, mais de critique au sens scientifique, hein, en apportant les outils de la géographie culturelle et sociale devant une forme urbaine qui pose question. Alors que comme on l'a dit à l'époque, hein, la réponse que j'avais souvent, et c'était vrai parce que c'était la temporalité et que c'était ce moment-là en Corée, bon bah on se posait pas de questions, il fallait quand même résoudre rapidement et efficacement le problème du logement. Voilà, donc c'est intéressant de savoir que j'ai pu
en tout cas que cette manière d'aborder les choses a quelque part trouvé de l'écho. Et ça m'a beaucoup encouragée effectivement à continuer dans ce sens-là. Après, c'est vrai que après ces travaux-là, en 2007, à un moment de la sortie de Humanitas, en fait, j'ai voulu laisser tomber enfin, pendant un moment, je me suis détournée des appartements. Euh, donc, tout le monde m'appelait Miss Apateux, d'ailleurs. Mes collègues m'appelaient Miss Apateux. Parfois, ils continuent à m'appeler comme ça. Et donc, je me suis dit, non, ça suffit, je vais être Miss Frontière maintenant. Et donc, je suis partie étudier plutôt la frontière, puis ce qui m'a amenée en Corée du Nord, où là, j'ai retrouvé les Apateux, donc une autre république des appartements qui avait commencé encore plus tôt et qui est aussi très puissante au niveau de la forme urbaine, hein, j'entends. Euh, donc voilà, effectivement, j'ai un petit peu, et puis j'ai renouvelé mes sujets de recherche, hein, comme tous les chercheurs, on ne reste pas toujours, enfin on change, on se renouvelle évidemment. Et en même temps, aujourd'hui, j'avoue que, comme tous les chercheurs, j'ai des sujets qui sont des sujets permanents, qui sont des sujets éternels de ma recherche. Et donc, je crois que la pâteux en fait partie. Et c'est aussi très intéressant pour moi d'avoir ce recul, c'est-à-dire d'avoir ce recul et puis de la documentation. J'ai quand même accumulé sur cette question des documents qui sont uniques, qui sont mes enquêtes de terrain, depuis le milieu des années 90 en fait. Donc ça c'est très précieux et effectivement j'ai envie de le mettre en valeur. Alors aujourd'hui, je ne sais pas encore forcément comment, mais bien sûr c'est une question que je continue à travailler évidemment. Tu as parlé de tes autres domaines de recherche, tu as parlé de la frontière. Sans rentrer forcément dans les détails, est-ce que tu pourrais nous parler un peu des autres thèmes sur lesquels tu as fait de la recherche? Alors après les apateux, j'étais effectivement partie sur questionner en fait tout simplement la vie à la frontière, donc dans des communes. Alors, ça concerne d'ailleurs la région de Séoul, hein, donc à questionner les conséquences territoriales de cette frontière entre les deux Corées, qui n'est en fait pas une frontière internationale, hein, qui est ce que j'appelle une métafrontière, euh, plutôt Michel Fouché, géographe, appelle une métafrontière, et qui a créé justement ce que j'appelle une métanation, c'est-à-dire une culture, une civilisation, la Corée, qui sur le temps long a une véritable cohérence, mais qui aujourd'hui est divisée. Il y a deux États coréens, qui est aussi éclatée sous différentes formes, par exemple une diaspora, et qui est liée au fait que cette frontière en fait s'incarne. C'est une frontière qui est plus que politique, c'est une frontière anthropologique qui s'incarne à tous les niveaux de la société coréenne. Et que, par exemple, pour vous donner un exemple très connu, qui a créé un mur dans le langage, un mur dans les têtes, comme on l'a dit aussi à propos de Berlin, puisqu'on ne peut pas dire en fait facilement Corée en coréen. On est obligé de se situer soit au sud, soit au nord, mais en fait, il y a Choson, Nam-Choson, Hanguk, Bukhan déjà. Donc, il y a quand même un questionnement sur cette frontière, donc qui n'est pas une frontière internationale, c'est une frontière qui est encore en activité en fait. C'est un front qui est encore en activité. Alors, tu as commencé tes recherches, comme tu nous l'as dit, durant cet entretien, dans les années 90. Tes livres ont été publiés en 2003 en France et en 2007 en Corée. Donc, 20 ans après, est-ce que tu penses que ce livre, en tant qu'œuvre, est toujours pertinent? Est-ce que tu penses que la situation a beaucoup changé depuis? Et aussi si les trajectoires de recherche par rapport à ce même sujet de recherche, qui est les appartements à Séoul, s'il a beaucoup changé, notamment avec les nouvelles générations de chercheurs, entre la France, la Corée. Alors voilà, en Corée, alors il y a eu quand même tous les travaux très importants d'un de mes collègues qui s'appelle Park Baek-yoon, qui est géographe à l'Université nationale de Séoul, et qui a, lui, donc en travaillant aussi sur cette question-là de la transformation du logement, lui a développé carrément le concept de kangnamisation.
Gangnam, que l'on Donc précise, est un quartier plutôt riche de Séoul. voilà, et qui est en quelque sorte, alors dans Séoul Ville Géante, il y a tout un passage où j'explique, alors à partir dans le contexte hein, du milieu des années 2000 ou de la fin des années 90 plutôt, que Gangnam est un pôle symbolique et social de la richesse à Séoul. Et c'est toujours le cas, il y a quand même une image, et puis aussi concrètement, quand on regarde les prix de l'immobilier, la richesse, les enquêtes sociales, ça fait partie de ce qu'on appelle les beaux quartiers de la ville. Et donc lui, Park Pel-yoon, ce géographe, a travaillé sur ces questions-là en montrant comment voilà, le développement urbain a suivi ce système qui fonctionnait au moment où la politique du logement avait un contrôle des prix du logement, et c'est diffusé en quelque sorte dans d'autres villes, voire dans l'ensemble de la Corée. Il a travaillé notamment sur des enquêtes à Incheon. Enfin, il montre vraiment que ce développement cette gangnamisation est lié aussi à l'effet de l'État développeur hein, qui a agi sur la transformation des villes et du logement. D'accord Valérie. Eh bien, merci pour ton temps. Merci beaucoup à vous deux. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un matin en Corée, votre podcast mensuel sur la Corée en partenariat avec le CRRC et en collaboration avec l'Atelier des Cahiers. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à bientôt.